Il existe dans le monde entier des endroits où les lois habituelles de la physique semblent ne plus s'appliquer. Ici, les gens et les machines disparaissent, le temps s'écoule différemment et la réalité prend les traits d'un rêve fantastique. Les scientifiques les appellent des zones anormales, mais les habitants locaux connaissent la vérité. Ce sont des portails vers d'autres dimensions. Au cours des 100 dernières années, plus de 3000 cas de disparitions inexpliquées ont été enregistrés dans de tels endroits. Du légendaire triangle des Bermudes à la vallée de la mort en Sibérie, des lumières norvégiennes de Hessedalen au mystère de Molibka dans l'Oural, nous trouvons partout des preuves de l'existence d'une autre réalité. Que se cache-t-il derrière ces phénomènes? Des portails quantiques entre des mondes parallèles? Des ruptures dans le continuum espace-temps? Ou quelque chose d'encore plus incroyable? Aujourd'hui, nous allons partir en voyage à la découverte des endroits les plus mystérieux de la planète, où la frontière entre le possible et l'impossible s'estompe à jamais. Si les secrets des zones anormales et les énigmes ces mondes parallèles vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo. Et dans les commentaires, discutez. Pensez-vous que les disparitions dans les zones anormales sont vraiment liées à des passages vers d'autres dimensions? Ou existe-t-il des explications scientifiques rationnelles à tous ces phénomènes? Partagez votre opinion. Il existe dans le monde entier des endroits où les lois habituelles de la physique semblent ne plus s'appliquer. Ici, les personnes et les équipements disparaissent sans laisser de traces. Le temps s'écoule différemment et les boussoles se mettent à tourner comme si elles étaient remontées. Les scientifiques les appellent des zones anormales. Les habitants les appellent des terres maudites. Et les chercheurs en paranormal les appellent des portails vers d'autres dimensions. Au cours des 100 dernières années, plus de 3000 cas de disparitions inexpliquées ont été documentés dans de tels endroits. Des avions disparaissent des radars, des bateaux sont retrouvés à la dérive sans équipage, et des randonneurs s'évanouissent dans les airs, ne laissant derrière eux que leurs effets personnels et des notes inachevées dans leurs carnets. Qu'est-ce qui relie tous ces endroits? Tout d'abord, des anomalies magnétiques y sont régulièrement enregistrées. Les aiguilles des boussoles tournent de manière aléatoire. Les appareils électroniques tombent en panne et les communications radio sont interrompues. Deuxièmement, les témoins rapportent souvent des phénomènes lumineux étranges, des lumières mystérieuses, des brumes lumineuses et des effets atmosphériques inhabituels. Les légendes locales, transmises de génération en génération, décrivent ces zones comme des lieux où la frontière entre les mondes est ténue. Les peuples autochtones d'Amérique parlent de lieux de pouvoir, où les esprits passent d'une réalité à l'autre. Les chamans sibériens mettent en garde contre les trous dans le monde à travers lesquels on peut accéder à d'autres dimensions. Les légendes européennes parlent de forêts enchantées où le temps s'arrête. La science moderne tente de trouver des explications rationnelles à ces phénomènes. Les géologues soulignent les particularités des roches souterraines qui créent des anomalies magnétiques. Les météorologues parlent de conditions atmosphériques inhabituelles. Les psychologues expliquent ces visions par des hallucinations provoquées par des infrasons ou des émissions chimiques du sol. Cependant, le nombre de cas inexpliqués continue d'augmenter. À l'ère de la navigation par satellite et des moyens de communication modernes, des personnes continuent de disparaître dans ces zones. Les équipes de recherche, équipées des appareils les plus modernes, ne parviennent même pas à trouver la moindre trace des disparus. Et si les légendes locales étaient vraies? Et s'il existait réellement, à certains endroits de notre planète, des passages vers des dimensions parallèles? Et si notre réalité n'était pas aussi stable que nous avons l'habitude de le penser? Aujourd'hui, nous allons partir en voyage à la découverte des endroits les plus mystérieux de la Terre. Nous allons étudier des cas de disparition documentés,
analyser des hypothèses scientifiques et essayer de comprendre ce qui se passe réellement dans ces zones anormales. Peut-être que les réponses à ces questions changeront notre compréhension du monde. Quand on parle des zones anormales de notre planète, la première chose qui vient à l'esprit de la plupart des gens est le triangle des Bermudes. Cette zone de l'océan Atlantique située entre la Floride, les îles Bermudes et Porto Rico est devenue synonyme de disparitions mystérieuses et de phénomènes paranormaux. L'histoire du triangle des Bermudes en tant que zone anormale a commencé le 5 décembre 1945. Ce jour-là, une escadrille de 5 bombardiers torpilleurs Avenger de la marine américaine a décollé de la base aérienne de Fort Lauderdale en Floride pour une mission d'entraînement habituelle. Le groupe était dirigé par le lieutenant Charles Taylor, un instructeur expérimenté. 1h30 après le décollage, la communication radio avec l'escadron a été interrompue. Les dernières communications enregistrées par les services au sol étaient extrêmement inquiétantes. Les pilotes signalaient un dysfonctionnement des compas, une désorientation dans l'espace et des phénomènes atmosphériques étranges. La voix de Taylor semblait désorientée. « Nous ne savons pas où nous sommes. L'eau est verte, pas bleue. » Puis la communication a été coupée définitivement. Les opérations de recherche ont immédiatement commencé. Un hydravion Martin Mariner, avec 13 membres d'équipage à bord, a décollé. 20 minutes après le décollage, il a disparu des radars. En quelques jours, plus de 300 000 km² d'océan ont été ratissés. Aucun débris, aucune trace des 6 avions et des 27 personnes n'a été retrouvée. Cet incident a été le point de départ de la légende du triangle des Bermudes. Mais il était loin d'être le seul. Les archives de la garde côtière américaine contiennent des centaines de documents sur des disparitions mystérieuses dans cette région. Des navires, des avions, des yachts. Tous ont disparu dans les profondeurs de l'océan sans laisser de traces. L'un des cas les plus célèbres est celui de la disparition du cargo Sylphia en 1948. Le capitaine Joshua Sull transmettait régulièrement ses coordonnées et les bulletins météo. Dans son dernier message radio, il signalait une mer calme et un temps clair. Quelques minutes plus tard, le navire cessait de répondre aux appels. Des recherches approfondies n'ont donné aucun résultat. Tout aussi mystérieuse est l'histoire du pétrolier Morskaya Serra en 1973. Le navire, d'un déplacement de 39 000 tonnes, faisait route du Texas vers l'Italie avec une cargaison de soufre fondu. Le dernier signal radio a été reçu le 4 février. Aucun signal de détresse, aucun débris, aucune trace de nappe d'hydrocarbures. Le pétrolier et tout son équipage semblaient s'être dissous dans l'océan. Les accidents aériens dans le triangle sont tout aussi mystérieux. En 1991, un avion privé Grumman Cougar, reliant Nassau à Miami, a disparu. Le pilote communiquait régulièrement, signalant que le vol se déroulait normalement. Soudain, la communication radio a été interrompue. Les radars ont enregistré la disparition de l'avion de leurs écrans. Les cas où des navires ont été retrouvés à la dérive sans équipage sont particulièrement intrigants. En 1969, les gardes-côtes ont découvert le yacht Morskaya Volna, en parfait état. Sur la table de la cabine, il y avait des tasses de café à moitié vides, le déjeuner était en cours de préparation dans la cuisine, et les effets personnels des propriétaires étaient à leur place. Mais les 4 membres d'équipage avaient disparu sans laisser de traces. Les témoins qui ont survécu à la rencontre avec l'anomalie du triangle racontent des histoires étonnantes. Les pilotes signalent l'apparition soudaine d'un épais brouillard qui n'apparaît pas sur les radars. Les marins décrivent des zones de l'océan où l'eau prend une teinte verte inhabituelle et où les vagues se déplacent contre le vent. Dans les eaux de l'océan Pacifique,
Entre les îles japonaises et l'île de Guam, se trouve une zone que les pêcheurs locaux appellent Ma no Umi, la mer du diable. Cette région est connue internationalement sous le nom de Triangle du Dragon, l'équivalent pacifique du Triangle des Bermudes. Les chroniques japonaises mentionnent des événements étranges dans ces eaux depuis plus de 1000 ans. D'anciens manuscrits de la dynastie Heian décrivent des navires qui partaient en mer et ne revenaient jamais. Les pêcheurs racontaient des histoires de lumières mystérieuses sous l'eau, de courants inhabituels et de zones de l'océan où les poissons refusaient de mordre. L'histoire moderne de la mer du diable a commencé dans les années d'après-guerre. Entre 1948 et 1954, plus de 10 grands navires ont disparu dans cette région. Le cas du navire de recherche Kayo Maru numéro 5 a été particulièrement choquant. Le 22 septembre 1952, le Kayo Maru numéro 5 quitta le port de Tokyo pour étudier les volcans sous-marins dans la région de la mer du Diable. 31 scientifiques et membres d'équipage se trouvaient à bord. Le navire était équipé des appareils les plus modernes et communiquait régulièrement par radio avec les stations côtières. Le 24 septembre, le Kayo Maru numéro 5 a transmis son dernier message. Le capitaine Yamaguchi signalait que tous les systèmes fonctionnaient normalement et que la mer était calme. Quelques heures plus tard, le navire a cessé de répondre aux appels. Les opérations de recherche se sont poursuivies pendant plusieurs semaines, mais sans résultat. La disparition du navire de recherche a incité le gouvernement japonais à prendre au sérieux le problème de la mer du diable. Une commission spéciale a été créée pour étudier les phénomènes anormaux dans cette région. Les scientifiques ont mené des recherches approfondies, comprenant des études géologiques, océanographiques et géophysiques. Les résultats de ces recherches se sont avérés inattendus. Dans les profondeurs de la mer du diable, ils ont découvert une structure géologique inhabituelle. Une chaîne sous-marine d'origine volcanique avec de nombreuses failles actives. Les mesures magnétiques ont révélé de fortes anomalies susceptibles de perturber le fonctionnement des instruments de navigation. Cependant, les explications scientifiques n'ont pas permis d'élucider complètement tous les mystères de cette zone. Des rapports faisant état de phénomènes étranges continuaient d'affluer. Les pilotes de l'aviation civile ont fait état de l'apparition soudaine de brouillards épais qui n'apparaissaient pas sur les cartes météorologiques. Les marins ont signalé des objets lumineux sous l'eau. Les témoignages du capitaine du navire marchand, Hokuto Maru, sont particulièrement intéressants. En 1971, son navire est entré dans une zone étrange où les compas se sont mis à tourner et les communications radio ont été interrompues. Le capitaine Sato a décrit cela comme une entrée dans une bulle de silence où tous les sons de l'océan avaient disparu. Les pêcheurs de la préfecture d'Iba signalent régulièrement des zones mortes en mer, des zones où il n'y a absolument aucun poisson ni aucune vie marine. L'eau dans ces zones a une couleur vert foncé inhabituelle et les courants suivent des trajectoires incompréhensibles. Les observations satellitaires modernes ont confirmé l'existence d'anomalies persistantes dans la région de la mer du Diable. Les cartes de température montrent des zones avec une répartition atypique de la chaleur et les images dans le spectre infrarouge enregistrent des structures mystérieuses en profondeur. Les ufologues japonais considèrent le Triangle du Dragon comme un lieu d'activité d'objets sous-marins non identifiés. Selon leurs données, on y observe régulièrement des USO, des objets submersibles non identifiés qui peuvent se déplacer de l'air vers l'eau. En 1992, les autorités japonaises ont officiellement reconnu la mer du Diable comme une zone dangereuse pour la navigation. Les navires ont reçu la recommandation d'éviter cette zone, en particulier pendant les périodes de forte activité sismique. Dans les forêts reculées de la région de Perm, à la frontière avec la région de Sverdlovsk,
se trouve l'une des zones anormales les plus mystérieuses de Russie, la zone anormale de Molyobskaya. Les habitants appellent cet endroit le triangle de M, tandis que les chercheurs en paranormal le qualifient de porte vers d'autres mondes. Molyobka est devenu célèbre à la fin des années 70 du siècle dernier grâce au géologue Emil Fedorovitch Bachurin. À l'automne 1978, il menait des travaux de prospection géologique dans cette région. Au cours d'une de ses sorties, Bachurin remarqua une étrange lueur au-dessus de la forêt, qui ne ressemblait ni à des éclairs, ni à des aurores boréales. Intrigué, le scientifique décida d'étudier le phénomène plus en détail. Il constata que les phénomènes anormaux se concentraient dans une zone triangulaire entre les villages de Molyobka, Kamenka et le hameau de Tsentralny. La superficie de cette zone est d'environ 70 km². Les premières recherches sérieuses sur Molyobka ont commencé dans les années 1980. Un groupe de passionnés, dirigé par Bachurin, a organisé des expéditions pour étudier les phénomènes anormaux. Les participants aux expéditions ont enregistré des effets lumineux inhabituels, des sons étranges et des pannes d'appareils électroniques. L'un des cas les plus connus s'est produit au cours de l'été 1984. Un groupe de chercheurs de Sverdlovsk a établi un campement dans la partie centrale de la zone anormale. Pendant la nuit, les participants à l'expédition ont observé l'apparition d'un objet lumineux qui planait au-dessus du camp à une hauteur d'environ 50 mètres. Les témoins ont décrit l'objet comme un disque métallique d'environ 10 mètres de diamètre avec une lueur pulsante. Le phénomène a duré environ 20 minutes, après quoi l'objet a disparu, comme s'il s'était dissous dans l'air. Toutes les tentatives pour photographier le phénomène se sont soldées par un échec, les pellicules étant surexposées. Les expéditions régulières à Molyobka ont attiré l'attention des scientifiques de divers instituts. En 1987, des spécialistes de l'Institut de physique terrestre de l'Académie des sciences de l'URSS y ont mené des recherches. Ils ont enregistré de graves anomalies magnétiques et un niveau élevé de radiation à certains endroits de la zone. Des études géologiques ont montré qu'il existe sous Molyobka un système complexe de failles de la croûte terrestre. Ces perturbations tectoniques créent les conditions propices à la sortie de divers gaz et rayonnements du sous-sol. C'est peut-être ce qui explique certains des phénomènes observés. Mais tous les phénomènes de Molyobka ne peuvent pas s'expliquer par des particularités géologiques. Les visiteurs de la zone rapportent régulièrement avoir rencontré des créatures mystérieuses. Les descriptions varient, allant de figures humanoïdes à d'étranges animaux qui ne ressemblent à aucune espèce connue. L'histoire de la famille Kuznetsov d'Ekaterinbourg est particulièrement connue. En 1992, ils sont partis en randonnée dans la zone de Molyobka. Le deuxième jour de la randonnée, le plus jeune fils de la famille, Andrei, âgé de 12 ans, a disparu de la tente pendant la nuit. Les recherches ont duré 3 jours. Le garçon a été retrouvé à 15 km du camp, dans une forêt dense, où il n'aurait pas pu se rendre seul en si peu de temps. Andrei a affirmé avoir passé du temps dans une autre forêt, où les arbres étaient différents et où le soleil ne brillait pas comme d'habitude. Selon lui, il a rencontré des personnes étranges qui parlaient une langue incompréhensible. Les médecins qui ont examiné le garçon n'ont trouvé aucun signe de tromperie ou de trouble mental. Andrei croyait sincèrement à son histoire et pouvait reproduire les détails de l'autre monde avec une précision étonnante. Dans les contrées reculées de la Yakoutie, dans le bassin de la rivière Vilyui, s'étend l'une des régions les plus mystérieuses de notre planète. Les habitants locaux, les Evenks, appellent cet endroit Yeliou Cherkech, la vallée de la mort. Ici, au milieu de la taïga et des marécages à perte de vue,
se cachent des objets métalliques d'origine inconnue que les légendes locales associent au monde souterrain. Les premières mentions écrites de mystérieuses chaudières métalliques dans la taïga youkotienne remontent au XIXe siècle. Des explorateurs et des chercheurs d'or russes ont rapporté avoir trouvé d'étranges structures en forme de dôme sortant du sol. Ces objets étaient faits d'un métal inconnu qui ne pouvait être travaillé avec des outils ordinaires. Les légendes locales racontent que les chaudrons sont les vestiges d'une ville souterraine où vivent des esprits maléfiques. Les Evenks évitaient ces lieux, les considérant comme maudits. Selon eux, les personnes qui passaient la nuit à proximité des objets métalliques contractaient une étrange maladie et mouraient en quelques années. L'une des descriptions les plus détaillées de la vallée de la mort a été laissée par le chercheur Mikhail Petrovitch Korotkevitch, qui s'y est rendu en 1933. Il a découvert 7 dômes métalliques de différentes tailles, partiellement enfouis dans le pergélisol. Le plus grand d'entre eux avait un diamètre d'environ 30 mètres. Korotkevitch décrivait le métal comme ayant une teinte rougeâtre et une résistance extraordinaire. Les tentatives pour en prélever un morceau à des fins d'analyse se sont avérées infructueuses. Le chercheur a également noté que la végétation autour des cuves était plus luxuriante que dans la taïga environnante, ce qui indiquait une source de chaleur. Dans les années d'après-guerre, l'intérêt pour la vallée de la mort s'est accru. Les géologues soviétiques ont tenté à plusieurs reprises d'organiser des expéditions pour étudier les objets métalliques. Cependant, la plupart des tentatives ont échoué en raison des conditions extrêmement difficiles du terrain et des circonstances mystérieuses. L'expédition de 1961, dirigée par le géologue Vladimir Nikolaïevitch Demine, a été confrontée à des phénomènes inexplicables. Les membres du groupe ont signalé des bruits étranges provenant du sol, semblables au fonctionnement de puissants mécanismes. Les équipements électroniques fonctionnaient mal et les boussoles indiquaient des directions erronées. Les événements de l'expédition de 1974 étaient encore plus mystérieux. Le groupe, dirigé par l'archéologue Yuri Mikhailovitch Mikhailov, a découvert l'entrée d'une structure souterraine. Selon les participants, ils sont descendus dans des pièces construites avec le même métal mystérieux. Les murs étaient couverts de symboles étranges, ne ressemblant à aucune écriture connue. Mikhailov a réalisé des croquis détaillés des symboles trouvés, mais peu après son retour de l'expédition, il est tombé malade du syndrome d'irradiation aiguë. Ses journaux intimes et ses photos ont été saisis par les services de sécurité de l'État. Le chercheur est décédé 2 ans plus tard, sans avoir obtenu l'autorisation de publier les résultats de l'expédition. Les recherches modernes dans la vallée de la mort sont compliquées non seulement par l'accès difficile à la région, mais aussi par un niveau élevé de radiation. Les images satellites montrent des zones où la température du sol est anormalement élevée, ce qui pourrait indiquer la présence de sources d'énergie souterraines. Certains chercheurs émettent l'hypothèse que les chaudrons sont les vestiges d'une civilisation ancienne, voire des artefacts extraterrestres. L'analyse des légendes locales montre que les descriptions d'objets métalliques se sont transmises de génération en génération pendant des siècles. Les chamans yakoutes racontent que les chaudrons servent de protection contre les oiseaux de fer qui viennent du ciel. Selon les légendes, lorsque ces oiseaux s'approchent de la terre, les chaudrons émettent des rayons de feu qui détruisent les envahisseurs. Il est intéressant de noter que les descriptions des oiseaux de fer sont apparues dans le folklore bien avant l'invention des avions. Le 26 avril 1986, une catastrophe a eu lieu qui a changé à jamais notre compréhension de l'énergie atomique. L'explosion du 4e réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl a non seulement provoqué une catastrophe écologique, mais a également donné naissance à l'une des zones anormales les plus mystérieuses de notre époque. La zone d'exclusion créée autour du réacteur détruit
est devenu un lieu où les lois habituelles de la nature semblent avoir cessé de s'appliquer. Les radiations ont non seulement modifié la nature vivante, mais aussi, selon des témoins oculaires, la structure même de l'espace et du temps. Les premiers rapports faisant état de phénomènes étranges dans la zone sont apparus quelques mois après l'accident. Les liquidateurs ont fait état d'effets lumineux inhabituels, de sons étranges et de rencontres avec des créatures incompréhensibles. Bon nombre de ces témoignages ont longtemps été passés sous silence par les autorités officielles. Le colonel Boris Evguenievitch Gromov, qui dirigeait l'une des unités de liquidateurs, a laissé des notes détaillées sur les phénomènes anormaux. Dans son journal, il décrivait des cas où les radiomètres affichaient des valeurs nulles dans des zones fortement contaminées, alors qu'ils dépassaient soudainement les limites dans des zones propres. Les indications des instruments de mesure du temps étaient particulièrement mystérieuses. Les chronomètres des différents membres du groupe commençaient à indiquer des heures différentes, alors qu'ils avaient été synchronisés avant d'entrer dans la zone. La différence pouvait atteindre plusieurs heures en une seule journée de travail. La biologiste Anna Sergeyevna Petrova, qui étudiait l'influence des radiations sur la flore de la zone, a été confrontée à des phénomènes inexplicables. Elle a découvert des zones où les plantes présentaient des propriétés impossibles d'un point de vue biologique. Les arbres poussaient en spirale, les feuilles changeaient de couleur en fonction de l'heure de la journée et certaines plantes brillaient dans l'obscurité. En 1993, un groupe de physiciens de l'université de Kiev a enregistré des champs magnétiques anormaux dans la zone. Les instruments ont montré de fortes fluctuations de l'induction magnétique, qui ne correspondaient à aucun phénomène naturel connu. Ces anomalies étaient concentrées dans la zone de la forêt rousse, une zone où les arbres ont pris une teinte rougeâtre après avoir été irradiés. Igor Vladimirovitch Ostretev, chercheur en phénomènes paranormaux, a mené plusieurs expéditions dans la zone au milieu des années 90. Il a documenté des cas d'apparition de silhouettes fantomatiques de personnes portant des masques à gaz, d'étranges bruits ressemblant au fonctionnement de mécanismes et de zones où la pellicule photographique était exposée sans raison apparente. Le cas d'un groupe de stalkers, amateurs d'excursions illégales dans la zone, a été particulièrement médiatisé. En 1997, 4 jeunes gens de Kiev se sont rendus dans la zone sans autorisation. Une semaine plus tard, ils ont été retrouvés dans la ville de Pripyat, en état de choc profond. Les membres du groupe ont raconté leur rencontre avec les ombres du passé, des silhouettes fantomatiques d'habitants de Pripyat qui continuaient à vivre leur vie normale, sans se rendre compte de la catastrophe. Selon eux, ils ont vu des enfants jouer dans les parcs et des gens se dépêcher d'aller au travail, alors que la ville avait été évacuée plus de 10 ans auparavant. Les psychiatres qui ont examiné les stalkers n'ont trouvé aucun signe de troubles mentaux. Tous les 4 ont donné des témoignages concordants selon lesquels ils avaient vu une Pripyat parallèle, où la catastrophe n'avait pas eu lieu. Les études modernes de la zone à l'aide de drones et de capteurs à distance confirment l'existence d'anomalies inexplicables. Les caméras infrarouges enregistrent des zones présentant des températures anormales et les mesureurs de champs électromagnétiques enregistrent des pics d'activité sans source visible. Les scientifiques avancent différentes hypothèses pour expliquer les phénomènes de la zone de Tchernobyl. Certains supposent que l'exposition à de fortes radiations a créé des ruptures dans le continuum espace-temps. D'autres pensent que les anomalies sont liées à l'effet des radiations sur les champs quantiques. Dans les terres isolées de l'État de l'Utah, non loin de la petite ville de Ballard, se trouve un terrain qui a acquis une sinistre notoriété sous le nom de Skinwalker Ranch. Cet endroit est devenu synonyme d'activité paranormale aux États-Unis et a attiré l'attention tant des chercheurs sérieux que des amateurs de mysticisme.
Le nom du ranch vient des légendes du peuple Navajo sur les skinwalkers, des chamans métamorphes capables de prendre l'apparence d'animaux. Selon les légendes amérindiennes, cette terre a été maudite il y a plusieurs siècles et est devenue le lieu de résidence d'esprits maléfiques. L'histoire moderne du Skinwalker Ranch a commencé en 1994, lorsque la famille Sherman a acheté un terrain d'environ 2 km² pour y élever du bétail. Terry et Gwen Sherman prévoyaient de mener une vie agricole tranquille, mais ils ont rapidement été confrontés à des phénomènes qui ont bouleversé leur perception de la réalité. Dès les premières semaines passées au ranch, les Sherman ont remarqué des anomalies. Le bétail était agité et refusait de paître dans certaines zones du pâturage. Les chiens de la famille montraient des signes de forte peur, surtout la nuit. Il n'était pas rare que des animaux disparaissent sans laisser de traces, sans qu'il y ait eu de signes de lutte ou d'attaque par des prédateurs. Le cas le plus frappant s'est produit au printemps 1995. Terry Sherman a découvert l'une de ses vaches dans un état qu'il a décrit comme une mutilation chirurgicale. Les yeux, la langue et les organes reproducteurs de l'animal avaient été retirés avec une précision parfaite, comme à l'aide d'un scalpel laser. Et pourtant, il n'y avait pas une goutte de sang. Les vétérinaires qui ont examiné la carcasse ont été stupéfaits par la précision de l'opération. Les bords des incisions étaient si nets qu'ils excluaient l'utilisation d'instruments conventionnels ou l'attaque de prédateurs. De tels cas de mutilation de bétail se sont répétés régulièrement dans le ranch. Outre les blessures mystérieuses des animaux, la famille Sherman était confrontée à d'autres phénomènes inexplicables. Ils observaient régulièrement d'étranges objets lumineux qui apparaissaient au-dessus du ranch pendant la nuit. Ces objets effectuaient des manœuvres inhabituelles pour des appareils volants ordinaires. Arrêts instantanés, virages brusques, disparitions et apparitions. Gwen Sherman a raconté ses rencontres avec des créatures inhabituelles. Une fois, elle a vu un énorme loup qui se tenait tranquillement près de la clôture et observait la maison. Lorsque la femme est sortie avec un fusil et a tiré sur l'animal à bout portant, les balles l'ont traversé sans lui causer de dommages. Le loup s'est calmement éloigné, ne laissant que des traces sur le sol. En 1996, l'histoire du ranch Skinwalker a attiré l'attention des journalistes. George Knapp, journaliste au Salt Lake Tribune, a publié une série d'articles sur les phénomènes paranormaux au ranch. Ces publications ont eu un large écho dans le public et ont attiré l'attention des chercheurs spécialisés dans les phénomènes anormaux. 2 ans plus tard, la famille Sherman a vendu le ranch au milliardaire Robert Bigelow, fondateur de la société aérospatiale Bigelow Aerospace. Bigelow, connu pour son intérêt pour l'étude des ovnis et des phénomènes paranormaux, a organisé une base de recherche permanente sur le ranch. L'équipe de scientifiques qui a travaillé au ranch de 1997 à 2004 a documenté de nombreux phénomènes anormaux. Les chercheurs ont utilisé des équipements de pointe, caméras infrarouges, capteurs de rayonnement électromagnétique, sismographes et autres instruments. Le physicien Hal Puthoff, qui dirigeait le groupe scientifique, a signalé l'enregistrement d'explosions énergétiques inexplicables, d'anomalies magnétiques et de signatures infrarouges qui ne correspondent à aucun phénomène naturel connu. L'équipe a également documenté des cas de dommages matériels dont la cause est inconnue. Dans la pittoresque vallée de Hessdalen, située dans le centre de la Norvège, l'un des phénomènes lumineux anormaux les plus stables et les mieux documentés de notre planète est observé depuis plus de 40 ans. Ces lumières mystérieuses ont attiré l'attention des scientifiques du monde entier et ont fait l'objet de l'une des plus longues recherches scientifiques sur les phénomènes atmosphériques inexplicables. La vallée de Hessdalen s'étend sur 12 km entre les montagnes de Finnskoga et Hessdalsfjell.
La population de la vallée ne compte qu'environ 150 personnes, qui vivent principalement de l'agriculture et du tourisme. Ce sont ces quelques habitants qui ont été les premiers à remarquer d'étranges phénomènes lumineux au début des années 80 du siècle dernier. Les observations massives des lumières de Hessdalen ont commencé en 1981. Les habitants ont signalé l'apparition d'objets lumineux de différentes formes et tailles qui apparaissaient au-dessus de la vallée à toute heure du jour, mais surtout la nuit. Ces lumières se comportaient de manière intelligente. Elles pouvaient rester immobiles, changer brusquement de direction ou clignoter à différentes fréquences. Le fermier Leif Atem a été le premier à décider de documenter ces observations. Il a tenu un journal détaillé des apparitions des lumières, les a photographiées et filmées. D'après ses notes, entre 1981 et 1984, il a enregistré plus de 300 cas d'observation de phénomènes lumineux anormaux. Les rapports provenant de Hessdalen ont attiré l'attention des scientifiques norvégiens. En 1983, un groupe de chercheurs de l'Université norvégienne des sciences et technologies, dirigé par le professeur Erling Strand, a organisé la première expédition scientifique dans la vallée. Les résultats de l'étude ont dépassé toutes les attentes. En un mois de travail, les scientifiques ont enregistré 188 cas d'apparition de lumières anormales. De nombreuses photos, vidéos et données instrumentales ont été recueillies. L'analyse spectrale a montré que les lumières émettent dans une large gamme de fréquences, ce qui exclut l'explication du phénomène comme étant le reflet des phares de voitures ou d'autres sources de lumière connues. En 1988, une station d'observation automatique a été installée dans la vallée. Le projet Hessdalen. La station est équipée de caméras couleur et infrarouges, de radars, de magnétomètres, de capteurs de rayonnement radio et d'autres équipements scientifiques. Il s'agit de la première station au monde fonctionnant en permanence pour étudier les phénomènes atmosphériques inexpliqués. Au fil des années d'observation, les chercheurs ont distingué plusieurs types de lumière de Hessdalen. Le premier type est constitué de lumières blanches ou jaunes vives qui peuvent rester immobiles dans les airs à une hauteur allant de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Elles peuvent briller pendant quelques secondes à plusieurs heures. Le deuxième type est constitué de lumières rouges qui apparaissent généralement au sommet des montagnes. Elles clignotent à différentes fréquences et peuvent se déplacer le long des chaînes de montagnes à une vitesse pouvant atteindre 8 km à l'heure. Le troisième type est constitué de lumière blanche ou bleue qui se déplacent rapidement et traversent la vallée en quelques secondes. Ces objets changent souvent de direction à angle droit, ce qui est impossible pour les aéronefs connus. Le quatrième type est constitué de structures lumineuses complexes composées de plusieurs lumières de différentes couleurs. Ces formations peuvent changer de configuration et présentent des signes de comportement coordonnés. Le professeur Massimo Teodorani de l'Observatoire national italien d'astrophysique a procédé à une analyse détaillée des données instrumentales provenant de Hessdalen. Il a découvert que les lumières émettent des ondes radio à une fréquence d'environ 8 MHz, ce qui pourrait indiquer la nature électromagnétique du phénomène. Des études géologiques de la vallée ont révélé la présence de riches gisements de divers minéraux, notamment du zinc, du fer et du cuivre. Certains scientifiques supposent que l'interaction des eaux souterraines avec ces minéraux pourrait créer les conditions propices à la formation de plasma. Au nord-ouest de la Lettonie, dans la région de Talsi, se trouve le petit village de Zilp, qui, depuis le milieu des années 70, est devenu le centre de l'une des zones anormales les plus mystérieuses de la Baltique. Cet endroit tranquille, situé sur les rives de la baie de Riga, a attiré l'attention des chercheurs en phénomènes paranormaux de toute l'Union soviétique. Le village de Zilp, dont le nom signifie « bleu » en lettonne,
est situé au milieu de forêts de pins, à 15 km de la ville de Talsi. Avant les événements des années 70, c'était un village de pêcheurs ordinaires, dont les habitants vivaient de la pêche dans le golfe de Riga et de la sylviculture. Les premiers rapports faisant état de phénomènes étranges dans les environs de Zilp sont apparus au cours de l'été 1976. Le garde forestier local, Jānis Kreslins, a signalé à l'administration régionale avoir observé des objets lumineux inhabituels au-dessus de la forêt. Selon lui, des boules lumineuses de différentes tailles apparaissaient au-dessus de la cime des arbres et effectuaient des manœuvres complexes. Au départ, les rapports de Kreslins n'ont pas été pris au sérieux. Cependant, d'autres habitants du village ont rapidement fait état d'observations similaires. Les pêcheurs ont parlé d'objets lumineux s'élevant des eaux de la baie de Riga. Les chauffeurs de bus ont signalé des lumières mystérieuses qui accompagnaient leurs véhicules sur la route forestière. À l'automne 1977, une commission de l'Institut polytechnique de Riga est arrivée à Zilp. Le groupe était dirigé par le physicien Vytautas Knets, spécialiste de l'étude des phénomènes atmosphériques. Les chercheurs prévoyaient de mener des observations pendant une semaine afin de déterminer la nature des phénomènes signalés. Les résultats de l'expédition ont dépassé toutes les attentes. En 7 jours de travail, les scientifiques ont enregistré 32 cas d'observation de phénomènes lumineux anormaux. Plusieurs photographies et films ont été réalisés, documentant l'apparition d'objets lumineux. Les instruments ont enregistré des anomalies magnétiques et des perturbations électromagnétiques lors de l'apparition des lumières. L'épisode le plus impressionnant s'est produit dans la nuit du 23 septembre. Les chercheurs de garde ont observé l'apparition d'un groupe de 7 objets lumineux au-dessus de la lisière de la forêt. Les objets se sont immobilisés à une hauteur d'environ 100 mètres et ont commencé à effectuer des manœuvres synchronisées ressemblant à une danse. Le docteur en physique et mathématiques Harish Lukštins, qui participait à l'expédition, a décrit plus tard ce phénomène comme une démonstration de comportement intelligent. Les objets réagissaient aux signaux des lampes de poche, avec lesquelles les chercheurs tentaient de communiquer avec eux. Lorsque les scientifiques allumaient la lampe 3 fois de suite, l'un des objets répondait par 3 flashs lumineux. Le phénomène de Zilp a rapidement attiré l'attention des scientifiques et des militaires soviétiques. En 1978, une commission secrète du ministère de la Défense de l'URSS est arrivée dans le village. Les militaires ont mené leurs propres recherches, dont les résultats restent encore confidentiels à ce jour. Les habitants ont raconté que les militaires avaient installé un équipement spécial dans la forêt et menaient des observations 24 heures sur 24. Cependant, au bout d'un mois, la commission a soudainement interrompu ses travaux et quitté le village. Aucune déclaration officielle n'a été faite sur les résultats de ces recherches. Dans les années 1980, Zilp est devenu un lieu de pèlerinage pour les chercheurs en phénomènes anormaux de toute l'Union soviétique. Des scientifiques de Moscou, Leningrad, Kiev et d'autres villes s'y sont rendus. Beaucoup d'entre eux ont constaté des phénomènes inhabituels et sont repartis convaincus d'avoir été confrontés à quelque chose qui dépassait le cadre de la science moderne. La biologiste Aldona Miezite, de l'Université de Lettonie, a découvert dans les environs de Zilp des zones où la végétation présentait une croissance anormale. Les arbres de ces zones poussaient en spirale et certaines plantes présentaient des mutations inhabituelles. L'analyse du sol a révélé une teneur élevée en éléments rares. Les observations des enfants de l'école locale ont suscité un intérêt particulier. L'enseignante Baiba Kalnina tenait un journal dans lequel elle consignait les récits de ses élèves sur leurs rencontres avec des oncles lumineux. Les enfants décrivaient de grands êtres vêtus de costumes argentés qui apparaissaient dans la forêt et observaient les enfants en train de jouer. Le psychologue Guntis Škilteris, qui
qui a étudié les témoignages des enfants, est arrivé à la conclusion qu'ils n'inventaient pas leur récit. Toutes les descriptions concordaient et contenaient des détails que les enfants ne pouvaient pas tirer des livres ou des films de l'époque. En 1985, un événement qui est devenu l'un des plus célèbres de l'histoire de Zilp s'est produit. La famille Ozolinsh rentrait le soir de Talsi dans une voiture Jiguli. Soudain, le moteur s'est arrêté et tous les appareils électriques sont tombés en panne. Un grand objet lumineux est apparu au-dessus de la voiture. Le conducteur, Arvids Ozolinsh, a tenté de redémarrer la voiture, mais en vain. À ce moment-là, un faisceau lumineux est sorti de l'objet, qui semblait scanner la voiture et ses passagers. Cela a duré environ 10 minutes, après quoi l'objet a disparu et la voiture a redémarré. Un examen médical de la famille Ozolinsh a révélé une teneur élevée dans le sang en substances d'origine inconnue. Les médecins n'ont pas pu expliquer la nature de ces composés, ni leur effet sur l'organisme humain. Après le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie, les recherches à Zilp ont repris. Les scientifiques lettons modernes utilisent des équipements de pointe pour étudier les phénomènes anormaux. Les images satellites montrent des zones avec une végétation inhabituelle et les études géophysiques révèlent des anomalies magnétiques. Aujourd'hui, Zilp est un lieu très prisé des touristes intéressés par les phénomènes paranormaux. Les autorités locales ont organisé des visites guidées spéciales et un petit musée consacré aux phénomènes mystérieux de ces lieux a été ouvert dans le village. Dans la taïga sibérienne reculée de la région d'Irkoutsk, dans le cours supérieur de la rivière Patoma, se trouve l'une des formations géologiques les plus mystérieuses de Russie, le cratère de Patoma. Cet endroit, que les Evenks locaux appellent le nid de l'aigle de feu, fait encore aujourd'hui l'objet de débats scientifiques et est à l'origine de nombreuses légendes. Le cratère de Patoma est une élévation conique d'environ 40 mètres de haut et d'un diamètre de 160 mètres à la base. Au centre du cône se trouve un cratère de 10 mètres de profondeur. Toute la structure est composée de roches calcaires fragmentées, ce qui exclut d'emblée l'origine volcanique du cratère. La première description scientifique du cratère a été faite par le géologue Vadim Viktorovitch Kolpakov en 1949. Il effectuait des relevés géologiques dans cette région pour le compte de l'administration géologique d'Irkoutsk. En découvrant cette étrange formation, Kolpakov a été frappé par sa forme inhabituelle et l'absence de végétation sur ses pentes. Kolpakov a supposé que le cratère avait été formé par la chute d'un gros météorite. Cependant, des études détaillées menées au cours des années suivantes n'ont pas confirmé cette hypothèse. Aucune trace de matière spatiale caractéristique des cratères météoritiques n'a été trouvée dans les roches du cratère. Les légendes locales des Evenks associent l'apparition du cratère à la chute d'un aigle de feu, une créature mythique qui serait tombée du ciel il y a plusieurs siècles. Selon les légendes, l'aigle aurait apporté la mort et la maladie. C'est pourquoi les Evenks évitent cet endroit et le considèrent comme maudit. Il est intéressant de noter que les géologues qui ont travaillé dans la région du cratère ont effectivement signalé une détérioration de leur état de santé. De nombreux chercheurs se sont plaints de maux de tête, de nausées et d'une faiblesse générale. Les mesures du fond radiatif n'ont pas montré de dépassement des normes, mais les instruments ont enregistré de faibles anomalies magnétiques. Dans les années 1970, le cratère a été exploré par une expédition de l'Institut de géologie de la branche sibérienne de l'Académie des sciences de l'URSS. Le géophysicien Evgueni Pavlovitch Demin a mené une étude détaillée de la structure interne de la formation. Les résultats se sont avérés inattendus. Le sondage sismique a montré qu'il y avait sous le cratère une cavité de forme irrégulière d'une profondeur d'environ 200 mètres.
Cette cavité est remplie d'un matériau dont la densité diffère considérablement de celle des roches environnantes. La nature de ce matériau reste incertaine. Les résultats de l'analyse au radiocarbone se sont révélés encore plus mystérieux. L'âge des restes de bois trouvés sous le remblai du cratère n'était que de 500 ans. Cela signifie que le cratère s'est formé relativement récemment à l'échelle géologique, à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle. Les études dendrochronologiques des forêts environnantes ont confirmé cette datation. L'analyse des cernes annuelles des arbres a montré qu'entre 1490 et 1510, cette région a connu une perturbation importante de la croissance de la végétation, peut-être liée à la formation du cratère. Dans les années 1990, le cratère de Pattom a attiré l'attention des chercheurs spécialisés dans les phénomènes anormaux. Des expéditions d'enthousiastes ont rapporté avoir observé des effets lumineux inhabituels dans la région du cratère. Des photos prises à l'aide d'un appareil infrarouge ont montré un rayonnement thermique anormal provenant de la partie centrale de la formation. En 1997, un groupe de physiciens moscovites, dirigé par Igor Anatolievitch Melnikov, a effectué des mesures complexes dans la région du cratère. Ils ont enregistré des anomalies du champ magnétique, un niveau élevé de radioactivité naturelle et d'étranges fluctuations du champ gravitationnel. Les mesures du temps se sont avérées particulièrement intrigantes. Les horloges atomiques de haute précision, synchronisées avant l'expédition, indiquaient des heures différentes après leur séjour dans la région du cratère. La différence atteignait plusieurs secondes, ce qui ne peut s'expliquer par des erreurs des instruments. Les images satellites modernes du cratère de Pattom montrent une végétalisation progressive de ses pentes. Cependant, le cratère central reste pratiquement dépourvu de végétation, ce qui indique l'influence continue de facteurs inconnus. Les phénomènes des zones anormales et des disparitions inexpliquées de personnes et de matériel attirent depuis plus d'un siècle l'attention des scientifiques de différentes spécialités. Au cours de cette période, de nombreuses hypothèses ont été avancées pour tenter d'expliquer la nature de ces phénomènes mystérieux du point de vue de la science moderne. L'une des premières tentatives sérieuses d'explication scientifique des zones anormales a été l'hypothèse géomagnétique proposée par le géophysicien soviétique Alexandre Nikolaïevitch Dmitriev dans les années 1960. Selon cette théorie, il existe à certains endroits de la surface terrestre des zones présentant un champ magnétique anormal. Dmitriev supposait que de fortes anomalies magnétiques pouvaient perturber le fonctionnement des instruments de navigation, provoquer une désorientation chez les humains et les animaux et affecter le fonctionnement des systèmes électroniques. Cette hypothèse expliquait de nombreux cas de défaillance technique dans les zones anormales, mais ne pouvait pas clarifier les disparitions physiques d'objets. L'hypothèse des failles géologiques, avancée par le géologue américain Paul Dewar dans les années 1970, a constitué un développement de la théorie géomagnétique. Il a attiré l'attention sur le fait que de nombreuses zones anormales sont situées dans des régions d'activité tectonique, au-dessus de failles de la croûte terrestre, à proximité de volcans ou dans des régions sismiquement actives. Dewar a supposé que les mouvements de la croûte terrestre dans ces régions créaient des conditions géophysiques particulières. Le dégagement de gaz du sous-sol, les modifications de la structure des eaux souterraines et les fluctuations du champ magnétique peuvent créer des effets anormaux complexes. Cette théorie a été confirmée après la découverte d'émissions de gaz inhabituelles dans la zone anormale de Molobskaya. Dans les années 1980, le physicien théoricien canadien John Hutchison a proposé une hypothèse électromagnétique pour expliquer les phénomènes anormaux. Sur la base de ses expériences avec des champs électromagnétiques à haute fréquence, il a supposé qu'il pouvait exister dans la nature des zones avec des générateurs naturels de champs électromagnétiques complexes.
Selon la théorie de Hutchison, l'interaction de différentes fréquences de rayonnement électromagnétique peut créer des effets que la physique moderne ne comprend pas encore complètement. Ces effets peuvent inclure la lévitation d'objets, la modification des propriétés physiques des matériaux et même la distorsion du continuum espace-temps. Dans les années 1990, le physicien russe Gennady Fedorovitch Ignatiev a développé l'hypothèse des formations plasmatiques. Il a supposé que des structures plasmatiques stables, appelées éclairs en boule, de grande taille et de longue durée, pouvaient se former dans l'atmosphère des zones anormales. Selon la théorie d'Ignatiev, ces formations plasmatiques possèdent leur propre champ électromagnétique, capable d'influencer les objets environnants. Elles peuvent créer des illusions d'optique, perturber le fonctionnement des appareils et même avoir un effet physique direct sur les corps matériels. L'hypothèse quantique mécanique des zones anormales a été proposée par le physicien théoricien américain Hal Puthoff au début des années 2000. S'appuyant sur les principes de la physique quantique, il a supposé que, dans certaines conditions, des zones présentant des caractéristiques quantiques modifiées de l'espace pouvaient apparaître. Puthoff estime que les fluctuations du vide quantique dans ces zones peuvent créer des effets observables sous forme de phénomènes anormaux. Les changements dans la structure de l'espace-temps au niveau quantique peuvent affecter les objets macroscopiques, créant l'illusion d'une violation des lois physiques. L'hypothèse biologique des phénomènes anormaux a été développée par le neurophysiologiste allemand Michael Persinger. Il a supposé que de nombreuses observations dans les zones anormales sont le résultat de l'exposition du cerveau humain à des infrasons et à de faibles champs électromagnétiques. Les recherches de Persinger ont montré que l'exposition à certaines fréquences peut provoquer des hallucinations, la sensation de présence d'êtres invisibles et d'autres effets psychiques. Cette hypothèse explique de nombreuses expériences subjectives des témoins, mais ne peut clarifier les anomalies objectivement enregistrées. La physique quantique moderne nous dévoile une image étonnante de la réalité, qui contredit en grande partie notre expérience quotidienne. Les principes de la mécanique quantique, confirmés par de nombreuses expériences, supposent l'existence de phénomènes qui pourraient expliquer les zones anormales et les disparitions mystérieuses. L'un des principes fondamentaux de la mécanique quantique est le principe de superposition, selon lequel une particule quantique peut se trouver simultanément dans plusieurs états. Ce principe est à la base de l'interprétation multivers de la mécanique quantique, proposée par le physicien américain Hugh Everett, III en 1957. Selon l'interprétation d'Everett, chaque événement quantique entraîne la division de l'univers en une multitude de mondes parallèles, dans chacun desquels se réalise l'une des issues possibles. Il existe donc une infinité d'univers parallèles, dans lesquels l'histoire se déroule différemment. Le physicien théoricien russe Mikhail Borisovitch Menski a développé cette idée dans sa conception d'une interprétation élargie d'Everett. Il a supposé que, dans certaines conditions, les frontières entre les mondes parallèles peuvent devenir perméables, permettant aux objets et même aux personnes de passer d'une réalité à l'autre. Selon la théorie de Menski, ces transitions peuvent se produire dans des endroits où les effets quantiques se manifestent à un niveau macroscopique. Cela peut être lié à des conditions géophysiques particulières, à des champs électromagnétiques puissants ou à d'autres facteurs amplifiant les fluctuations quantiques. Le physicien américain John Wheeler a proposé le concept de mousse quantique, une structure hypothétique de l'espace-temps à l'échelle de Planck. Selon cette théorie, à des distances extrêmement petites, l'espace-temps a une structure mousseuse avec des trous noirs microscopiques qui apparaissent et disparaissent constamment. Wheeler supposait que, dans certaines conditions, ces perturbations microscopiques du continuum espace-temps pouvaient s'amplifier jusqu'à atteindre des dimensions macroscopiques. Ces trous de verre macroscopiques
pourrait théoriquement servir de passage entre différentes régions de l'espace-temps, voire entre des univers parallèles. La théorie des cordes, qui est l'un des concepts les plus prometteurs de la physique moderne, suppose également l'existence de dimensions supplémentaires de l'espace. Selon cette théorie, les 3 dimensions spatiales que nous observons ne sont qu'une partie d'une structure multidimensionnelle plus complexe de la réalité. La physicienne théoricienne Lisa Randall de l'université Harvard a supposé qu'à certains points de l'espace, les membranes de différentes dimensions peuvent se toucher ou se croiser. Dans ces endroits, on peut observer des phénomènes anormaux liés à la fuite d'effets provenant d'autres dimensions dans notre monde tridimensionnel. Les recherches expérimentales dans le domaine de la physique quantique fournissent également des données intrigantes. L'effet d'intrication quantique, dans lequel les particules restent liées quelle que soit la distance qui les sépare, démontre que l'espace et le temps ne sont pas des barrières absolues à la transmission d'informations. Les expériences de téléportation quantique menées avec succès dans différents laboratoires à travers le monde montrent qu'il est possible de transmettre instantanément l'état quantique d'une particule sur des distances considérables. Bien que ces expériences se limitent pour l'instant à des objets microscopiques, elles démontrent la possibilité fondamentale de tels phénomènes. Le physicien russe Arkady Borisovitch Migdal a proposé le concept de transition de phase de l'espace, selon lequel, dans certaines conditions, des régions locales de l'espace-temps peuvent modifier leurs propriétés physiques. Ces changements peuvent créer des poches avec d'autres lois physiques. Le cosmologiste américain Alan Guth, auteur de la théorie de l'inflation cosmique, a supposé que des régions stables, avec différentes constantes physiques, auraient pu se former dans l'univers primitif. Certaines de ces régions auraient pu se conserver jusqu'à nos jours sous la forme d'anomalies locales de l'espace-temps. La théorie quantique des champs prédit l'existence de particules virtuelles, des particules qui naissent et disparaissent constamment dans le vide. Dans des champs puissants, ces particules virtuelles peuvent devenir réelles, créant des effets que la physique classique ne peut expliquer. Au cours de nombreuses années d'études des zones anormales, de nombreux témoignages de personnes ayant vécu des phénomènes inexplicables ont été recueillis. Ces récits, malgré leur caractère subjectif, offrent une occasion unique de comprendre la nature des phénomènes anormaux du point de vue de la perception humaine. L'un des cas les plus documentés est l'histoire de Charles Hickson et Calvin Parker, qui s'est déroulée le 11 octobre 1973 dans la région de Pascagoula, dans l'État du Mississippi. Les 2 hommes pêchaient sur la rivière Pascagoula lorsqu'ils ont été témoins de l'apparition d'un objet mystérieux. Selon Hickson, un objet ovale de couleur argentée, de la taille d'un bus, est apparu au-dessus de la rivière. L'objet émettait une lumière bleutée et produisait un léger bourdonnement. Soudain, 3 créatures sont sorties de l'objet et ont en quelque sorte déplacé les 2 pêcheurs à l'intérieur. Hickson a décrit les créatures comme humanoïdes, mais avec une peau grise et ridée et des membres inhabituels. Selon lui, les créatures ont procédé à une sorte d'examen, après quoi elles les ont ramenées sur la rive du fleuve. L'incident a duré environ 20 minutes, mais les hommes ne se souvenaient pas de la majeure partie de ce qui s'était passé. L'affaire de Pascagoula a attiré l'attention des chercheurs, car les 2 témoins ont passé un test au détecteur de mensonges et un examen psychiatrique. Les résultats ont montré que les hommes croyaient sincèrement à la réalité de leur expérience et ne souffraient d'aucun trouble mental. Tout aussi intriguant est le récit de la famille Hill, Barney et Betty Hill, qui, le 19 septembre 1961, rentraient chez eux par l'autoroute du New Hampshire. Pendant le trajet, ils ont remarqué un objet lumineux qui semblait suivre leur voiture. Le couple s'est arrêté pour observer l'objet à l'aide de jumelles. Selon Barney, il a vu dans l'objet des silhouettes qui les regardaient à travers les hublots. Après cela, le couple a eu un trou de mémoire
et s'est retrouvé dans sa voiture à 160 km du lieu de l'observation. Sous hypnose, les Hill se sont souvenus des détails de leur enlèvement. Ils ont décrit les procédures médicales auxquelles ils avaient été soumis et ont montré une carte du ciel étoilé que leur ravisseur leur aurait montrée. Il est intéressant de noter que les astronomes ont par la suite identifié cette carte comme étant une représentation du système Zeta Reticuli, dont l'existence n'était pas connue du grand public à l'époque. Un cas russe très médiatisé est celui du géologue Sergueï Vladimirovitch Kabanov, survenu en 1987 dans la région du phénomène de Tunguska. Kabanov menait des recherches dans la taïga lorsqu'il s'est perdu et a passé plusieurs jours dans la forêt. Selon le récit de Kabanov, le 3e jour, il a vu une étrange lueur entre les arbres. En s'approchant de la source de lumière, il a découvert une clairière où se trouvait un objet d'apparence métallique. De grands êtres vêtus de costumes argentés sont sortis de l'objet et l'ont invité à entrer par des gestes. Kabanov a décrit l'intérieur de l'objet comme une pièce aux murs lisses émettant une lumière douce. Les créatures lui ont montré des images holographiques de la Terre vues de l'espace et de diverses catastrophes naturelles. Elles l'ont ensuite ramené dans la forêt. Son séjour dans l'objet lui a semblé durer quelques heures, mais à son retour, il s'est avéré que 3 jours s'étaient écoulés. La famille Mendez, originaire du Brésil, a vécu une expérience inhabituelle en 1994 lors d'un voyage à la campagne. Leur voiture est soudainement tombée en panne au milieu d'un champ où un grand objet lumineux est apparu. Toute la famille a été transportée à l'intérieur de l'objet où elle a passé plusieurs heures. Antonio Mendez, le chef de famille, a raconté sa rencontre avec des créatures qui communiquaient par télépathie. Elles lui ont montré des images de l'avenir de la Terre et l'ont mis en garde contre des catastrophes écologiques. À leur retour, toute la famille a découvert sur son corps de petites marques d'origine inconnue. Une observation collective a eu lieu à l'école Ariel au Zimbabwe le 14 septembre 1994. 62 enfants âgés de 5 à 12 ans ont vu plusieurs objets atterrir dans la cour de l'école pendant la récréation. Les enfants ont décrit l'apparition de créatures qui sont sorties des objets et ont observé l'école. Certains élèves ont affirmé que les créatures communiquaient avec eux par télépathie, leur transmettant des messages sur les problèmes environnementaux de la Terre. Tous les enfants ont donné des témoignages concordants, ce qui exclut la possibilité d'une hallucination collective. Les phénomènes liés aux zones anormales et aux objets non identifiés attirent depuis longtemps l'attention non seulement des scientifiques, mais aussi des structures gouvernementales de différents pays. Au cours des 70 dernières années, de nombreux programmes secrets et semi-secrets ont été créés pour étudier ces phénomènes, dont de nombreux détails n'ont été révélés au public que récemment. L'un des premiers programmes officiels d'étude des phénomènes non identifiés a été le projet américain Blue Book, qui a fonctionné de 1952 à 1969. Ce programme a été créé à l'initiative de l'armée de l'air américaine, afin d'étudier de manière systématique les signalements d'objets volants non identifiés. L'astronome Joseph Allen Hynek, de l'université Northwestern, a été nommé directeur du projet. Au cours des 17 années d'existence du programme, plus de 12 000 rapports d'observation d'OVNI ont été examinés. Officiellement, environ 90% des cas ont pu être expliqués comme des phénomènes naturels ou des objets d'origine humaine. Cependant, environ 700 cas sont restés inexpliqués, même après une enquête approfondie. Ces cas ont été classés comme non identifiés et restent encore aujourd'hui un mystère. Il est intéressant de noter que Hynek, initialement sceptique, est devenu à la fin du programme un fervent défenseur de la réalité du phénomène OVNI. En Union soviétique, l'étude des phénomènes anormaux était menée par le programme secret
7K, créé en 1977 par le ministère de la Défense. Le programme était dirigé par le colonel Boris Alexeyevitch Sokolov et la partie scientifique par l'académicien Vassili Grigorievitch Ajaja. Le programme 7K coordonnait les recherches sur les ovnis et les phénomènes anormaux dans tous les districts militaires de l'URSS. Des groupes spéciaux ont été créés pour enquêter sur les cas les plus intéressants. Selon des données non officielles, plus de 3000 phénomènes anormaux ont été enregistrés pendant la durée du programme. L'un des domaines les plus secrets du travail de 7K était l'étude des phénomènes psychophysiques et de leurs applications militaires potentielles. Les chercheurs étudiaient les cas de télépathie, de psychokinésie et d'autres capacités paranormales de l'être humain. Certains résultats de ces recherches restent encore aujourd'hui secrets. Le gouvernement français a créé le groupe GEPAN, rebaptisé plus tard GEIPAN, en 1977 au sein du Centre national d'études spatiales. Cette organisation est devenue la première structure gouvernementale officielle à étudier ouvertement le phénomène des ovnis. Le GEIPAN recueille et analyse les signalements de phénomènes aérospatiaux non identifiés sur le territoire français. En plus de 40 ans d'activité, l'organisation a étudié des milliers de cas. La plupart d'entre eux ont trouvé une explication rationnelle, mais environ 20% restent inexpliqués. La particularité de l'approche française réside dans l'ouverture des recherches. Le GEIPAN publie des rapports sur ses travaux et met à la disposition du public les résultats de ses enquêtes. Cela a permis aux scientifiques français de constituer une vaste base de données sur les phénomènes anormaux. Au Royaume-Uni, l'étude des ovnis était confiée à une division du ministère de la Défense connue sous le nom de « Division OVNI ». Elle a fonctionné de 1953 à 2009. Bien que le gouvernement britannique n'ait pas officiellement reconnu l'existence des ovnis, la division a minutieusement enquêté sur tous les rapports d'observation. En 2008, le gouvernement britannique a déclassifié les archives du département des ovnis qui contiennent plus de 10 000 documents. Parmi eux se trouvaient des rapports d'enquête sur certains cas très inhabituels, notamment l'incident de la forêt de Rendlesham en 1980. Des programmes modernes d'études des phénomènes anormaux existent dans de nombreux pays. Aux États-Unis, il existe le programme AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program, créé par le Pentagone en 2007. Ce programme étudie les phénomènes aériens non identifiés qui peuvent constituer une menace pour la sécurité nationale. En 2020, le Pentagone a officiellement reconnu l'authenticité des enregistrements vidéo d'OVNI réalisés par des pilotes militaires. Ces vidéos montrent des objets dont les caractéristiques de vol dépassent les capacités de la technologie moderne. Le programme chinois d'études des OVNI est coordonné par l'Académie des sciences de la République populaire de Chine. Les chercheurs chinois accordent une attention particulière à l'étude des zones anormales sur le territoire du pays, notamment le désert de Taklamakan et les hauts plateaux tibétains. Au XXIe siècle, l'étude des zones anormales et des phénomènes inexpliqués est entrée dans une nouvelle ère grâce aux progrès révolutionnaires réalisés dans les domaines des technologies d'observation, de l'analyse des données et de la physique théorique. Les chercheurs modernes disposent d'outils dont leurs prédécesseurs ne pouvaient que rêver. Les technologies satellitaires ont radicalement changé les approches de l'étude des zones anormales. Les satellites modernes d'observation de la Terre peuvent détecter des anomalies de température, des changements dans la végétation, des structures géologiques inhabituelles et même de faibles champs magnétiques depuis leur orbite. L'analyse de nombreuses années de données satellitaires a permis de mettre en évidence des régularités dans la localisation des zones anormales. Le docteur James Oberg de la NASA
dirige un projet de cartographie des anomalies mondiales, à l'aide de données provenant de différents systèmes satellitaires. Son équipe a créé une carte interactive sur laquelle sont indiquées toutes les zones anormales connues de la planète. L'analyse a montré que beaucoup d'entre elles sont situées dans des zones de croisement de plaques tectoniques ou au-dessus de systèmes aquifères souterrains. Les drones et les aéronefs sans pilote ont ouvert de nouvelles possibilités pour l'étude des zones anormales difficiles d'accès. Les drones modernes peuvent être équipés d'une large gamme de capteurs, allant de simples caméras à des spectromètres complexes et des détecteurs de particules élémentaires. Un groupe de recherche russe, dirigé par le professeur Anatoly Petrovitch Levchin, utilise des drones autonomes pour étudier la zone anormale de Molyebskaya. Les drones patrouillent le territoire 24 heures sur 24, enregistrant automatiquement tout écart par rapport aux paramètres normaux. En 3 ans de travail, une base de données unique sur les phénomènes anormaux dans cette région a été constituée. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ont révolutionné l'analyse des données sur les phénomènes anormaux. Les algorithmes modernes sont capables de traiter d'énormes quantités d'informations en identifiant des régularités et des corrélations cachées qui ne peuvent être détectées par les méthodes traditionnelles. Une équipe de chercheurs de l'université de Stanford, dirigée par le docteur Elena Garcia Lopez, a développé un système d'apprentissage automatique pour analyser les témoignages oculaires de phénomènes anormaux. L'algorithme analyse des milliers de témoignages, identifiant les éléments communs et excluant les cas susceptibles d'être liés à des erreurs de perception ou à des tromperies. Les capteurs quantiques représentent la dernière avancée dans le domaine des technologies de mesure. Ces dispositifs utilisent les effets quantiques pour détecter les changements les plus infimes dans les champs magnétiques, la gravité et d'autres paramètres physiques. Leur sensibilité est des millions de fois supérieure à celle des appareils traditionnels. Un groupe de physiciens de l'Université de Vienne, dirigé par le professeur Anton Zeilinger, a installé des magnétomètres quantiques dans la région de Hessedalen, en Norvège. Ces appareils enregistrent les fluctuations du champ magnétique avec une précision sans précédent, ce qui permet d'étudier le lien entre les anomalies géomagnétiques et l'apparition de lumière mystérieuse. Les neurotechnologies ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude des aspects psychologiques des phénomènes anormaux. Les appareils modernes de scan cérébral permettent d'observer en temps réel l'activité neuronale des personnes qui vivent des sensations inhabituelles dans des zones anormales. Le docteur Michael Raduga, de l'Institut de recherche sur la conscience, a mis au point un système EEG portable pour étudier les changements dans l'activité cérébrale des visiteurs de zones anormales. Les résultats préliminaires montrent des schémas spécifiques d'activité neuronale qui sont observés chez de nombreuses personnes dans ces lieux. Les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée permettent de créer des modèles précis de zones anormales et de mener des recherches virtuelles. Les chercheurs peuvent visiter des lieux dangereux ou difficiles d'accès sans s'exposer à des risques. Une collaboration internationale du CERN a adapté certaines technologies utilisées dans les expériences sur les particules élémentaires pour étudier les phénomènes anormaux. Des détecteurs de particules à haute énergie installés dans plusieurs zones anormales recherchent des signes de particules exotiques ou de types de rayonnement inconnus. Les technologies blockchain sont utilisées pour créer des bases de données distribuées sur les phénomènes anormaux. Un tel système garantit la transparence et la fiabilité des informations en excluant toute possibilité de falsification des données. Les recherches génétiques permettent d'étudier l'influence des zones anormales sur les organismes vivants au niveau moléculaire. L'analyse de l'ADN des plantes et des animaux provenant de zones anormales révèle des mutations spécifiques qui peuvent indiquer l'influence de facteurs inconnus.